Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de PMPM. Donc PMPM, c'est le podcast où j'invite les PM de la vie normale, ceux qu'on croise au café. Moi, ça fait 10 ans que je navigue dans le product management. C'est passé d'un univers de pirate humble à celui d'une petite caste guindée qui veut défendre son petit précaré en s'enfermant dans une niche de puriste. Moi, ça m'intéresse pas. J'ai vu les choses arriver un petit peu des États-Unis, je les ai vues arriver en France. Et en fait, au début, c'était vraiment état d'esprit bon enfant, authentique, on s'entraide les uns les autres. Et c'est devenu un endroit, un petit peu une jungle, qui n'était pas hyper bienveillante. Et moi, ça m'intéresse pas. Donc aujourd'hui, à travers ce podcast, je voudrais bah, laisser transpirer, laisser transparaître toute cette bienveillance et surtout se rendre compte, aider les personnes qui veulent devenir product manager à se rendre compte qu'en fait il y a des personnes normales derrière ces postes-là, et des personnes avec leur fragilité, on a tous ce syndrome de l'imposteur, et il est révélé et il y a pas de souci. Donc pour ce premier épisode, j'ai invité Benjamin Ledoux, qui est une personne que j'ai coaché pour obtenir son job de product manager en Angleterre. Et voilà, donc l'objectif de ce podcast, c'est de remettre au cœur du product en France des personnes normales, leurs challenges, leurs conseils pour inspirer la nouvelle génération de PM. Du coup, bah, je vous laisse à l'écoute et au visionnage de ce premier épisode. Euh, voilà, clap, comme ça je saurai. Et, euh, et du coup, moi, je vais rappeler l'objectif de PMPM, qui est un nouveau podcast avec pour objectif d'aider les product managers qui seraient des nouveaux product managers ou même des personnes qui aimeraient découvrir ce métier, bah, de pouvoir voir des product managers de la vraie vie. Et du coup, ben, je te remercie, Benjamin, de te prêter au jeu de ce premier épisode. Et puis, bah, du coup, j'aimerais bien que tu te présentes, comme ça, tu nous expliques un petit peu qui tu es et quel est ton parcours. Ça marche. Alors moi c'est Benjamin, j'ai 28 ans. En termes de parcours, donc j'ai commencé avec des études plutôt techniques, pour ensuite me rediriger vers des études de commerce. Donc j'ai fait TBS. Donc pendant mes années de TBS, en fait, j'ai cofondé une application de rencontre qui s'appelle Mably, donc qui est une application de rencontre gamifiée qui est basée sur un jeu de questions-réponses. Donc j'ai passé en fait quatre, quatre ans dans cette boîte. Donc depuis tous les débuts. Et en fait, j'ai quitté cette boîte l'année dernière, en mars, et pour trouver un job à Londres en tant que product manager en septembre. Donc aujourd'hui, je travaille pour une boîte qui s'appelle Zillow. Zillow, c'est une boîte à la mobilité. En fait, on déploie des services de bus pour les entreprises et des écoles, notamment pour des clients comme Amazon, en fait, pour des objectifs de recrutement, mais aussi pour des questions de rétention. Donc, on a toute une plateforme de tech, en fait, de booking qui me permet aussi de designer et d'optimiser les routes en fonction de l'usage. Super intéressant. Je me permets de faire une petite aparté pour pouvoir expliquer un petit peu comment toi et moi on s'est rencontrés. L'année dernière, tu cherchais à jumper de la fin de ton job en tant que CEO de cette boîte, de la boîte que tu as cofondée, et du coup, tu cherchais à te diriger vers le product management en tant que job, sachant que c'est quelque chose que tu avais déjà fait dans ton ancien job, mais du coup, que tu voulais cette fois-ci professionnaliser un petit peu. Et tu cherchais un job, du coup, Allemagne, Angleterre ou Hollande, c'est ça, hein? Ouais, absolument. Et du coup, voilà, l'objectif, c'est on a travaillé ensemble sur le fait de parfaire ton discours et puis que toi, tu te sentes légitime, en fait, à, à avancer. Et je me suis dit que ça pourrait être hyper intéressant que ce soit toi qui sois cette première personne pour pouvoir parler du job de product management, enfin, du job de product manager, et puis voilà, de comment aussi toi, tu as pu découvrir le product management. Voilà, je te pose la question, comment tu as découvert le product management? Moi, on est parti, en fait, je suis parti du code, parce que tout simplement, quand on a cofondé cette boîte, il fallait produire un premier prototype. On ne savait pas coder, on n'avait pas d'argent.
Et du coup, ben, on est parti sur les tutos sur le site d'Apple. Et en fait, de fil en aiguille, ben, on a commencé à construire le produit. Et puis, j'ai commencé à me poser des questions de qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qui va nous délivrer le plus de valeur? Et en fait, c'est de là que j'ai commencé à m'intéresser en fait au product management. Donc, en fait, je lisais énormément d'articles sur Medium tous les jours. Après, il y a d'autres articles aussi sur le net, mais j'ai vraiment appris comme ça. Et puis, du coup, ben, ça a bifurqué aussi sur du design parce que ben, faut produire des maquettes, etc. Et moi, ça m'intéresse de comprendre un petit peu quel est ton match entre ton profil et le product management. Qu'est-ce qui fait enfin, comment tu as pu matcher les compétences que tu as par ailleurs et avec ce domaine-là, en fait. Euh, alors, en termes de compétences, je saurais pas te dire, mais en fait, c'est plus une question d'appétence. En fait, j'ai toujours aimé construire des choses, d'avoir une vision en fait long terme et de faire évoluer l'idée. Quand j'étais plus jeune, en fait, j'étais au collège, j'avais déjà commencé à créer, par exemple, un site de covoiturage. Bon, c'est pas aller très loin parce que bon, j'avais 15 ans, mais c'était en fait, c'est l'idée de voir une idée s'accomplir et de voir le produit évoluer, quoi. Je me rappelle que aussi quand j'étais gosse, j'étais très à fond sur les Lego. Et je pense que je tiens aussi de ça. Je crois que c'était Rémi Guillot qui a fait une analogie avec les Lego aussi sur LinkedIn il n'y a pas très longtemps. C'est vrai, je me souviens bien. Et il y a cette notion de certaines fois, on va plutôt prendre des Lego quand on veut très customiser, et quand on veut moins customiser, on va plutôt prendre des Playmobil parce que c'était moins customisable en fait. Et j'avais bien aimé cette analogie quand tu vas avoir une agence web, bah, du coup, voilà, il y a plusieurs choses qui sont possibles pour une boîte, et du coup, derrière, c'est bah, quel est le niveau de customisation qu'on veut, est-ce qu'il y aura des développeurs qui vont travailler derrière ou pas, et puis voilà. Donc, c'est vrai que c'était assez intéressant cette analogie. Euh, je voudrais continuer un petit peu sur le product. C'est quoi pour toi le product management? Donc après, c'est assez large, mais mon objectif, c'est vraiment d'essayer de comprendre quelles sont les vues de chaque personne par rapport au product management, qui est aujourd'hui un mot, en tout cas une expression qui est un petit peu large. Euh, je pense que c'est très lié à la notion de livrer de la valeur. En fait, je pense que c'est vraiment la base de tout ce qu'on fait dans ce métier. Notamment, bah, quand tu parles de priorisation, bah, tu cherches à livrer le plus de valeur possible, le plus rapidement possible. Euh, c'est quand on parle de MVP, c'est la même chose. Et enfin, quand on parle d'être data-driven, c'est-à-dire de mesurer qu'est-ce qu'il y a là où tu pourras plus d'impact et de mesurer ensuite quel est l'impact de ta solution, ben encore une fois, tu cherches à prouver que tu as délivré de la valeur et de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Donc, pour moi, vraiment, c'est la base de ce job-là, quoi. Parce qu'en fait, sans le product management, tu pourrais laisser faire les devs, en fait, construire le produit. Mais en fait, ils n'auront pas cette notion de est-ce que ce que j'ai construit, c'est bien? Est-ce que c'est ce que j'aurais dû faire ou est-ce que j'aurais dû faire autre chose? Super intéressant. Et du coup, ça m'amène à une autre question qui est aujourd'hui, donc je perçois que ta connaissance du product management et ta définition, elle est vraiment orientée sur la partie impact. Quels sont les outils que tu vas utiliser dans ton quotidien pour mesurer et puis peut-être éventuellement quelles sont les manières de mesurer? Euh, Bah, en termes de framework, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est le Opportunity Solution Tree. Donc, en fait, on va définir la North Star Metric de la boîte ou de ton produit. Qu'est-ce que tu veux augmenter? Et ensuite, on va essayer de trouver quelles sont les métriques qui impactent sur cette métrique. Et ça permet de vraiment se focaliser sur qu'est-ce qui a de l'impact. Et surtout, c'est très puissant en termes d'alignement sur une équipe, de que tout le monde ait une image très précise de qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour en arriver, enfin, pour avoir de l'impact. Euh, Autre chose qui est intéressant avec ce framework, c'est que ça permet aussi d'évaluer toutes les possibilités avant de choisir une solution, qui reste quand même très important aussi dans ce métier pour moi, parce qu'on peut très vite être, comment on dit, solution based, c'est-à-dire de toujours suivre la première idée qu'on a, la première solution, et de ne pas rester ouvert. Ça me fait penser à ce que tu dis me fait penser au concept du double diamant.
Donc, je ne sais pas si tu es, ouais, je pense que tu es au fait de ça. Mais en gros, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est cette notion de définir un problème et définir une solution. C'est deux choses assez différentes et on est souvent amené à définir d'abord la solution parce qu'on pense que c'est ça. Et en fait, finalement, avant de bien définir une bonne solution, il faut d'abord définir un bon problème, être sûr qu'on ne se trompe pas. Et du coup, pour ça, effectuer cette bonne recherche utilisateur. Donc, on appelle ça le double diamant, puisqu'il y a cette notion de divergence d'abord, ensuite convergence pour définir le problème, et redivergence pour définir une solution. Il peut y en avoir plusieurs, et après pour la choisir, et puis itérer dessus, avec cette notion de convergence. Et effectivement, ce que tu dis très bien avec évaluer toutes les possibilités avant de choisir une solution, c'est vraiment nécessaire. Et finalement, la partie exécution qui est avec les développeurs, finalement, c'est un peu la dernière phase. Et souvent dans les boîtes, c'est un peu la première phase, et c'est souvent là où ça pêche, quoi. Mm. Bah, c'est souvent pour des problèmes pour des raisons de vélocité aussi. En fait, quand on est pris dans le rythme, on veut délivrer, et en fait, on oublie souvent de s'arrêter, de vraiment prendre le temps de parler avec les gens. Ouais, c'est vrai. Ouais. Est-ce que tu as d'autres frameworks que tu utilises au quotidien et éventuellement même des outils après du grand public qui te servent pour mesurer ou pour d'autres trucs? Ça m'a utilisé le RICE aussi, qui est assez connu. Euh, Après, en termes de framework, je dirais que je n'utilise pas des masses plus que celui-là. Parce que je suis vraiment sur un produit aussi qui est vraiment dans une phase de construction. Vraiment, en ce moment, c'est plus on dirait un product builder Ouais. où on doit construire des fonctionnalités. Et c'est juste, voilà, il s'agit de choisir qu'est-ce qui a le plus d'impact. C'est pas vraiment d'optimisation. Donc, c'est quand même assez différent. Euh, Après, non, je dirais en termes d'outils, on a commencé à utiliser Product Board, que je trouve super intéressant et très très bien fait, qui a aussi cette notion d'insight. Donc, c'est très basé sur les utilisateurs. Donc, ça permet d'attacher des insights à chaque feature. Et en fait, ensuite, quand tu dois prioriser, ça te permet de voir qu'est-ce qui a le plus, enfin, quelle feature dont le plus de gens ont demandé ou ont parlé de ça. Mais tu peux aussi assigner des scores et des métriques d'effort, etc. Yes. Trop cool. J'aimerais parler maintenant de tes entretiens que tu as eus du coup pour trouver le job que tu as trouvé. Et du coup, en général, en règle générale, comment se sont passés tes entretiens? Qu'est-ce que tu retiens de ces entretiens-là et des questions qu'on t'a le plus fréquemment posées éventuellement? Alors déjà, j'ai eu aucune question en termes de comment on appelle ça, euh, d'estimation. Les questions qu'on va trouver dans les livres d'interview pour PM. Les questions qui reviennent le plus souvent, c'est comment tu interagis avec tes développeurs. Donc, souvent, on te demande de donner des exemples de situations où il y a eu des conflits, etc. Qui, avec le temps, je trouve très intéressant. Je trouve ça super important parce que la relation avec les développeurs, c'est primordial. Et ensuite, beaucoup de questions sur des petites études de cas à l'oral sur euh, voilà, on te pose un problème, on te demande de trouver la solution et en fait, on va te demander d'écrire en fait ton raisonnement. Qu'est-ce que tu ferais dans cette situation? Je crois que celle pour mon job actuel, c'était une boîte qui installait des machines à café. Et la question, c'était est-ce qu'on doit il y avait un client qui demandait à installer des bornes de contact, de paiement sans contact sur ces machines à café. Et il fallait du coup il fallait dire est-ce que ça valait le coup de le faire ou pas. Est-ce qu'on renouvelait le parc ou pas. Donc c'était assez cool. Super intéressant. Euh, du coup, tu me donnes une idée pour embrayer sur une nouvelle question qui est ton quotidien aujourd'hui chez Zillow. C'est quoi une semaine type? Voilà, quelles vont être les tâches que tu vas faire le plus souvent? Quelles vont être les interactions que tu vas avoir enfin, quels sont les départements avec lesquels tu as le plus d'interactions? Est-ce que tu arrives à parler à tes clients? Voilà. Donc moi je m'occupe d'un outil interne en fait qui nous permet de designer des services en fonction de là où habitent les employés de nos clients.
Donc, ils envoient des listes de codes postaux et en fait, on a des algorithmes qui tournent pour définir les meilleures routes. Donc, en fait, c'est vraiment un outil qui est en phase de pré-sales jusqu'au lancement. Donc, en fait, mes utilisateurs, ce sont c'est l'équipe sales et growth de ma boîte. Donc, une journée type, enfin, on va dire plutôt une semaine type. Bon, ces derniers temps, ça a beaucoup changé parce que je me suis mis à coder aussi par manque de ressources. Donc, je fais pas mal de code en ce moment, mais que tu m'avais dit dans ton ancien job ouais, qui te prenait du temps. exactement. Je suis retombé dans le travers. Bon, après, je me régale, mais Tu le cherches aussi, ouais, c'est ça, c'est un truc que t'aimes bien. ouais. Je lâcherai pas juste pour le code, mais c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Donc, il y a toujours quand même sur la semaine, il y a quand même toujours une bonne demi-journée que je garde pour faire du road mapping. C'est-à-dire, je regarde tout ce que j'ai dans le backlog, toutes les idées. Je mets à jour avec des nouveaux insights. Je réfléchis, je fais des mock-ups. Ça, je trouve c'est super important de prendre le temps de rien faire, juste de réfléchir. Ensuite, c'est beaucoup de discussions avec les équipes internes. C'est quoi leur plus gros point de frustration? Checker avec eux les idées que j'ai, qu'est-ce que ça répondra à leurs problèmes. Et ensuite, c'est beaucoup de gestion de sprint, parce que bon, quand t'es PM, t'es aussi product owner, souvent, du moins. Donc ouais, c'est gérer les petits soucis il y a un ticket, il manque une info, il y a quelque chose qui a été décrit, mais en fait on peut pas le faire, ou alors ça va prendre beaucoup trop de temps. Donc c'est réduire le scope, des choses comme ça. Beaucoup de check-in avec les autres product managers de mon équipe. Puis ensuite c'est beaucoup aussi de formation en fait sur cet outil-là et de présentation de roadmap, garder toujours tout le monde dans la boucle. J'étais en train de noter quelques questions qui me venaient sur la suite, mais du coup, pour toi, c'est quoi la différence entre un PO et un PM? Ça, c'est une question qu'on voit souvent. Moi, j'ai ma petite idée de réponse, mais ça peut être intéressant de voir, toi, par ton prisme, quelle serait cette différence-là. Euh, pour moi, un PO, c'est quelqu'un qui est quand même beaucoup plus tourné sur la delivery. Donc, c'est vraiment, je dirais, c'est toute la partie du job de PM qui est de gérer un sprint, gérer réduire le scope, gérer la vélocité d'une équipe. Pour moi, le PM, en plus, il a vraiment toute cette partie discovery, en fait, où il va être la voix de son produit, qui va en fait faire l'interface avec les équipes internes ou avec les utilisateurs, présenter des roadmaps, construire des roadmaps, définir des métriques. Voilà. Alright. Très intéressant. Du coup, l'entretien petit à petit avance et je voudrais savoir du coup toi si tu avais des questions, si tu avais des commentaires à faire et quel serait ton conseil en fait finalement pour une personne qui commencerait à se lancer en tant que product manager. Pour quelqu'un qui se lance, je pense que le meilleur exercice, c'est construire son produit. C'est déjà avoir une idée, même si ça n'est pas commercialement viable ou ça va pas devenir la startup du siècle. C'est commencer à le construire, mais vraiment en essayant d'appliquer comment dire la culture produit, c'est-à-dire essayer d'utiliser un outil comme Product Board ou même sur Trello, définir les, les, les petits, comment dire, les petits bouts de travail, en fait, que tu vas empiler et défiler, et essayer de comprendre pourquoi tu fais ça, qu'est-ce que tu attends comme impact. Ouais, je pense que ça, c'est le meilleur exercice qu'on puisse faire. Ensuite, c'est de la formation. Je pense pas, enfin, je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement de contenu sur le product management qu'on peut quasiment s'en remettre tout seul. Enfin, en France, on a des super newsletters. Quand je pense à Product Inbox, le ticket, on a les interviews et podcasts de Axel Soria aussi, Product Squad. Enfin, même Medium, tu lis 3 articles par jour, tu t'en apprends beaucoup sur c'est quoi la culture produit, même si tout n'est pas valable, Ouais. il faut trier. Même les articles qui sont pas vraiment
où tu peux ne pas être d'accord, en fait, tu comprends ce que c'est ce, ce métier, quoi. Yes, effectivement, c'est un peu comme ça qu'on s'est formés les uns et les autres. Je suis désolé pour le bruit derrière. Du coup, c'est une question que j'allais te poser. Est-ce que tu aurais de la veille à nous partager donc, tu parles de la newsletter Le Ticket, tu parles de Product Inbox, tu as parlé d'Axel Souria avec Product Squad. Est-ce que tu as d'autres ressources éventuellement anglo-saxonnes sur le sujet Alors, il y a une newsletter que j'adore et que je trouve vraiment, c'est pour moi top qualité, c'est la newsletter d'Andrew Chen, ex-tuber. Et il y a vraiment, je trouve des pépites dans cette newsletter. C'est vraiment, bon, il a l'expérience qui va avec, quoi. Mais en newsletter anglo-saxonne, je dirais Andrew Chen. Ok, super. Est-ce que tu as un commentaire particulier à faire par rapport au product en règle générale? Euh, non, je pense que c'est un peu comme dans tout, enfin, vrai dans la vie en général, c'est qu'il faut se lancer, quoi. Si on a envie de faire quelque chose, il faut le lancer. Après, c'est des regrets de pas avoir tenté quelque chose. Et Ouais, c'est voilà. le fameux Mon seul regret. conseil, c'est juste, faut pas regarder la dernière marche, regarder la première qui est devant soi. Faut mettre le premier pied dessus et puis tu vois où ça te mène. Souvent, on reste impressionné par d'autres gens qui font le même métier, ce qu'ils publient sur LinkedIn. Moi, j'étais vraiment très, comment dire, impacté par ça. Quand on Ouais. s'est rencontrés, que je cherchais mon premier job, j'ai quasiment tout appris par moi-même. Ouais. Du coup, j'avais vraiment cette question de légitimité, j'avais ce syndrome de l'imposteur, Ouais. où je me disais, mais je suis pas comme ces gens-là, en fait, je j'ai pas le même niveau. Mais en fait, faut arrêter de regarder ça, faut juste prendre la prochaine étape et puis s'y mettre et puis voilà, C'est puis vrai que on n'est pas. j'allais te parler de ce syndrome de l'imposteur et c'est vrai que je percevais beaucoup ça en toi et je l'ai perçu moi pendant très longtemps aussi. Et en fait, on se rendait compte, et toi tu t'es rendu compte aussi que tu n'étais pas plus mauvais qu'une autre personne et en fait que tu étais hyper légitime dans ta pratique et dans ta compréhension. Ouais. Le syndrome de Non, l'imposteur. ça a été vraiment dans les premières semaines de mon nouveau job. En fait, je me suis rendu compte que en fait toutes les peurs que j'avais avant, elles étaient complètement infondées, quoi. C'est assez impressionnant comment on peut se laisser, comment dire, influencer par ce qu'on voit autour de nous et à trop regarder les autres, trop se comparer. C'est humain, hein, mais je pense que Ouais. faut arriver à sortir de là, quoi. Il y a aussi les réseaux sociaux qui sont un prisme déformant, comme LinkedIn est à l'image de Instagram, mais pour le pro, quoi. Et on pense que les gens, c'est des stars, c'est des trucs et tout. Mais en fait, on est tous pareils, on a tous des peurs et surtout, on a tous des qualités et voilà, arriver à les mettre en avant, quoi. C'est vrai. Exactement. Dernière question, comment on peut te suivre et suivre tes actualités? Est-ce que tu postes des trucs? Alors, j'ai pas de blog encore. J'y ai pensé, mais je ne pas encore mis. Donc, je pense que le meilleur moyen, ça reste LinkedIn. Voilà. Vous pouvez m'ajouter, m'envoyer un message, je répondrai avec plaisir. Est-ce que tu postes des trucs sur GitHub? Enfin, tu postes des trucs open source, des trucs comme ça? Non, pas du tout. J'ai vraiment pas le temps pour ça. J'ai même pas le temps pour les side projects maintenant. Vraiment pris par le boulot. Ouais, ouais, Bon, bah, c'est cool. Je peux faire un petit clap de fin. ouais. Enfin, même avant le clap de fin, je voudrais d'abord te remercier pour le temps que tu as pris et puis pour ces conseils précieux. Et je pense et j'espère que ça va aider de nouvelles personnes à intégrer le product management en douceur. Ouais. Et Avec plaisir, écoute, c'était vraiment pas mal. Et on pourra faire ça quand tu veux. cool. Clap de fin. J'espère que cet épisode de PMPM vous a plu. Vous pouvez retrouver la page de l'épisode avec l'ensemble des ressources sur le site samuel.team. Ce podcast n'a aucun objectif lucratif, donc après c'est simplement de la compersion de ma part.
je veux aider la nouvelle génération et seulement ça. Donc je vous laisse en parler autour de vous si ça vous a intéressé, si ça vous a plu, si ça vous a impacté. Et puis me faire vos retours aussi via mon site ou via LinkedIn. Vous pouvez me trouver assez facilement sur Samuel Atlan. Passez une bonne soirée. À bientôt.